28 avril 1945. À 2 heures du matin, un conseiller municipal nommé Walter Wagner est extrait des tranchées de Berlin et conduit au bunker de la chancellerie. Les conjoints sont Adolf Hitler et Eva Anna Paula Braun, une femme de 33 ans dont l'existence était totalement inconnue du peuple allemand. Le mariage dura à peine 10 minutes. 2 heures plus tôt, dans le jardin au-dessus du bunker, Hermann Fegelein, époux de Margaret Braun, sœur cadette d'Eva, avait été exécuté. L'ordre d'exécution venait directement de Hitler lui-même. Depuis 1932, Eva tentait de s'assurer une place à ses côtés. En novembre de cette année, elle se tira une balle avec le pistolet de son père après avoir appris que le Führer ne pourrait plus la voir régulièrement. Peu de temps après, elle ingéra 20 comprimés de Vanodorm. Les deux épisodes eurent le même effet. Hitler accroît son attention envers elle et consolida des privilèges matériels qui transformèrent la position de toute la famille Braun. Villa, automobile, voyages en avion privé et invitations permanentes au Berghof, où ils contribuèrent simultanément à la mise en place du système d'extermination le plus organisé du XXe siècle. Fritz Braun, le père, rejeta la relation dès le départ. Voici l'histoire de ce qu'a vécu la famille d'Eva Braun, alors qu'elle s'approchait du centre du pouvoir nazi. Que savait Eva de l'extermination qui se préparait? Comment une famille a-t-elle vécu 15 ans au cœur du régime le plus criminel, sans qu'aucun tribunal ne la condamne? Qu'ont trouvé les agents américains dans les valises qu'Eva envoya à son père quelques jours avant de mourir? Le mariage dans le bunker, les dernières heures de Hitler aux côtés d'Eva Braun. Le 28 avril 1945, à 2 heures du matin, un conseiller de district du Parti national-socialiste nommé Walter Wagner fut extrait des tranchées où il combattait pour la défense de Berlin et conduit sous escorte au bunker de la chancellerie du Reich. Les soldats chargés de le retrouver mirent moins de 20 minutes à le localiser et à le transférer. Wagner arriva en uniforme de combat, les bottes couvertes de boue, ignorant pourquoi on avait besoin de lui jusqu'à son entrée dans le bunker. On le recherchait parce qu'il était un fonctionnaire civil disposant de l'autorité légale nécessaire pour célébrer un mariage. Les conjoints étaient Adolf Hitler et Eva Anna Paula Braun, une femme de 33 ans d'origine bavaroise, vivant depuis 15 ans dans l'entourage privé du Führer, sans que le peuple allemand en eût connaissance. 2 heures avant l'arrivée de Wagner, dans le jardin au-dessus du bunker, l'SS Gruppenführer Hermann Fegelein avait été exécuté. Époux de Margaret Braun, sœur cadette d'Eva, et représentant personnel de Heinrich Himmler auprès du quartier général de Hitler depuis 1943, Fegelein avait reçu l'ordre d'exécution directement de Hitler. L'armée soviétique se trouvait à moins de 2 kilomètres et Berlin était totalement encerclé depuis 3 jours. Dans ce contexte, Wagner célébra la cérémonie. Celle-ci dura entre 7 et 10 minutes selon les témoignages ultérieurs des présents. Les conjoints déclarèrent devant Wagner qu'ils étaient d'origine purement aryenne et exempts de maladies héréditaires, les deux exigences formelles que la législation matrimoniale du régime imposait à toute union civile. Joseph Goebbels et Martin Bormann signèrent en tant que témoins. Ensuite, une petite réception eut lieu dans les salles du bunker, avec du champagne et des amuse-gueules. L'officier Heinz Ling prêta un gramophone. La secrétaire Traudl Jung se rappela des décennies plus tard dans ses mémoires que l'ambiance de cette réception était celle de personnes conscientes exactement de ce qui allait se produire dans les heures suivantes et ayant décidé de n'en parler à personne. On évoqua Munich, les années précédant la guerre, et des épisodes du Berghof. Le gramophone diffusa plusieurs fois le même morceau, car c'était le seul qu'il possédait. Il s'agissait d'une chanson intitulée « Blutrot Rosen », rose couleur sang. Cette même nuit, tandis que la réception se poursuivait dans les salles adjacentes, Jung s'assit avec Hitler dans son bureau et commença à transcrire à la dictée son testament politique et son testament privé. Le testament politique déchut Hermann Göring et Heinrich Himmler de toutes leurs fonctions, désigna l'amiral Karl Dönitz comme successeur à la tête de l'État et Joseph Goebbels comme nouveau chancelier du Reich. Le testament privé mentionnait favorablement Eva et sa mère, Franziska Braun, ordonnait que leurs cendres soient enterrées ensemble et déshéritait, entre autres, Heinrich Hoffmann, le photographe officiel du parti, dont Eva avait été employée à 17 ans dans le studio et grâce auquel elle avait rencontré Hitler et qui avait quitté Berlin quelques semaines avant l'encerclement.
Hitler dicta les 2 testaments sans pause significative et les signa avant 4 heures du matin. La femme qui cette nuit-là devint l'épouse d'Adolf Hitler prenait depuis 1932 des décisions dans une seule direction. En novembre de cette année-là, après qu'Hitler lui eut annoncé qu'il ne pourrait plus la voir régulièrement en raison des exigences de la campagne pour les élections au Reichstag, Eva Braun prit le pistolet de son père, une Walther de petit calibre que Fritz Braun conservait à la maison depuis ses années de service militaire, et se tira une balle. Le coup ne toucha aucun organe vital. Le médecin qui la prit en charge consigna l'épisode dans le rapport médical que les Alliés confisquèrent 13 ans plus tard avec le reste des archives familiales. Hitler rendit visite à Eva à l'hôpital pendant sa convalescence et à partir de ce moment commença à la voir plus régulièrement et à lui fournir des ressources financières propres. En mai 1935 se produisit le second épisode. Eva n'avait pas eu de nouvelles d'Hitler depuis plusieurs semaines. Celui-ci étant alors absorbé par la consolidation du régime après la mort de Hindenburg et son accession à la fonction de chef de l'État. Le 28 mai 1935, Eva écrivit dans son journal l'entrée que les historiens citent depuis comme le document le plus précis sur son état durant cette période. Le journal, rédigé entre février et mai de cette année, est aujourd'hui conservé aux archives fédérales de Coblence sous la référence N1128. Dans cette entrée du 28 mai, elle note avoir pris 20 comprimés de Vanodorm, le somnifère prescrit par son médecin pour l'insomnie, et que si elle ne mourait pas, ce serait parce que le destin n'en voulait pas ainsi. Aucune accusation contre Hitler, ni déclaration de rupture n'y figure. Sa sœur Ilse la retrouva avant que la surdose ne devienne irréversible. Ce second épisode produisit le même effet que le premier. Hitler répondit en augmentant son attention envers Eva et en consolidant les privilèges matériels qui, dans les années suivantes, transformèrent la position de toute la famille Braun. Le 29 avril, le jour suivant le mariage, et alors que Jung transcrivait les versions finales du testament, Eva écrivit une lettre à sa sœur Gretel. Cette lettre fut confisquée par les Américains avec le reste des archives familiales et son contenu est documenté dans les recherches de l'historienne Heike Gertemacher, publiées en 2010. Dans cette lettre, Eva ne dit pas qu'elle va mourir. Elle ne donne aucune instruction concernant la famille, les biens ou ce qu'il fallait faire des effets qu'elle avait envoyés à Munich quelques semaines auparavant dans plusieurs valises. Elle demande seulement de détruire tous ses documents personnels. C'est la seule instruction concrète contenue dans la lettre. Gretel ne s'y conforma pas. Il n'est pas documenté si elle n'a pas pu le faire à temps ou si elle a décidé de ne pas détruire les papiers. Ce qui est documenté, en revanche, c'est que les archives confisquées par les Américains quelques semaines plus tard à Munich, comprenant le journal de 1935 avec l'entrée du 28 mai, les photographies, la correspondance et les 28 bobines de films qu'Eva avait tournées au Berghof entre 1938 et 1944, existaient en totalité parce que Gretel n'avait pas détruit ce qu'Eva lui avait demandé. Le 30 avril 1945, Hitler et Eva Braun se retirèrent dans leur chambre privée. Hitler mourut d'un coup de feu à la tempe droite. Eva avait ingéré du cyanure. Son corps ne présentait aucune blessure par arme à feu. Les 2 corps furent enveloppés dans des couvertures et transportés par le personnel du bunker à travers le couloir menant au jardin de la chancellerie. Le transfert nécessita plusieurs rotations, car l'artillerie soviétique bombardait le périmètre du jardin à ce moment-là et les hommes portant les corps durent attendre entre les tirs pour traverser l'espace découvert. Les corps furent déposés dans une tranchée peu profonde, à environ 3 mètres de la sortie du bunker, arrosée avec les bidons d'essence que Hitler avait ordonné de préparer plusieurs semaines à l'avance afin d'éviter que leurs restes ne soient exposés comme ceux de Benito Mussolini, exécuté 2 jours plus tôt et dont le corps avait été suspendu dans une station-service à Milan. L'essence fut enflammée. Les corps brûlèrent pendant plusieurs heures. Les officiers qui observèrent les premiers instants de la crémation depuis la sortie du bunker regagnèrent l'intérieur lorsque l'artillerie soviétique intensifia le bombardement de la zone. La mort du 30 avril constituait le 3e épisode de la même séquence que le journal numéro 1128 documentait depuis novembre 1932. Les 2 épisodes précédents avaient échoué. À 600 km au sud, en Bavière, Margaret et Braun, connue sous le nom de Gretel, sœur d'Eva et épouse d'Hermann Fegelein,
L'homme exécuté 2 heures avant le mariage attendait d'accoucher, enceinte de 9 mois. Les premiers signes de ce qui s'était passé à Berlin parvinrent par des personnes ayant échappé au bunker lors des évacuations autorisées dans les jours précédents le 30 avril. Gretel apprit l'exécution de Fegelein avant la naissance grâce à ses témoignages fragmentaires arrivant du Nord avec des informations incomplètes et parfois contradictoires. La nouvelle de la mort d'Eva arriva plus tard, avec moins de certitude, car les communications entre Berlin et le reste du Reich avaient cessé de fonctionner de manière cohérente durant les derniers jours d'avril. Le 5 mai 1945, 5 jours exactement après la mort d'Eva, Gretel donna naissance à sa première et unique fille en Bavière. Elle la nomma Eva Barbara Fegelein, le prénom de sa sœur décédée 5 jours plus tôt, le nom de famille de son mari exécuté une semaine auparavant par ordre de l'homme avec lequel cette sœur s'était mariée quelques heures après l'exécution. Comprendre comment cette famille en était arrivée là nécessite de remonter 16 ans en arrière, à Munich, à l'automne 1929. Pourquoi Hitler a-t-il gardé sa relation avec Eva Braun secrète pendant 15 ans et qui était sa famille? Le père d'Eva Braun, Friedrich Braun, connu sous le nom de Fritz, était né le 17 septembre 1879 à Munich. Il était instituteur, puis administrateur éducatif dans le système scolaire public bavarois. Il servit comme lieutenant sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale et revint en 1918 avec le profil biographique qui définirait toute une génération de fonctionnaires allemands de son rang. Une défaite militaire non assimilée, une république qu'il n'avait pas demandée et une situation économique qui, entre 1919 et 1923, se détériora au point de détruire toute épargne accumulée pendant des années de travail. En 1919, il rejoignit une unité du Freikorps qui combattit à Munich contre le gouvernement soviétique local qui avait duré quelques semaines avant d'être dissous par la force. Ce fait le plaçait dans le groupe majoritaire de vétérans et de fonctionnaires bavarois qui répondirent au désordre de l'après-guerre avec la force disponible et sans trop de considérations doctrinales. Franziska Braun, née Kronberger et connue sous le nom de Fanny, était née le 12 décembre 1885 également à Munich. Elle avait travaillé comme couturière avant le mariage, un mariage qui ne fut pas stable dès le départ. Fritz et Fanny divorcent en avril 1921 et se réunirent lorsque l'hyperinflation détruisait les bases économiques des familles de classe moyenne dans toute l'Allemagne et que la pression pour maintenir une unité domestique fonctionnelle surpassait tout motif de séparation antérieure. De ce mariage naquirent 3 filles en l'espace de 6 ans. Ilse Ruth Braun vint au monde le 18 juin 1909. Après l'école, elle trouva un emploi comme assistante du médecin Martin Levy-Marx, installé à Munich, et conserva ce poste du début des années 30 jusqu'en 1938. Marx était juif. Les lois d'exclusion professionnelle du régime, promulguées de manière progressive entre 1933 et 1938, restreignirent d'abord puis supprimèrent son autorisation d'exercer la médecine en Allemagne. La loi de restauration du service civil professionnel d'avril 1933 obligea les médecins juifs à quitter les hôpitaux publics. Les dispositions annulèrent leur autorisation de soigner des patients non juifs en consultation privée et supprimèrent définitivement toutes les licences médicales des citoyens juifs du Reich. À chacune de ces étapes, Ilse était présente dans le cabinet de Marx. Elle vit directement comment la législation antisémite fonctionnait dans le quotidien d'un homme avec une clientèle solide et une carrière établie, perdant progressivement le droit d'exercer la profession qu'il avait construite pendant des années. Marx ferma son cabinet en 1938 et émigra à New York. Il se perdit cet emploi lorsqu'il partit. Les archives de cette période ne documentent aucune déclaration d'Ilse sur ce processus, ni aucune action de sa part concernant la situation de Marx pendant ces 5 années. Après le départ de Marx, elle travailla comme éditrice au journal conservateur Deutsche Allgemeine Zeitung, puis au Schlesische Zeitung de Breslau. Elle eut également une courte période comme employée administrative au ministère de Speer à Berlin. Elle pratiquait la danse de salon avec une telle assiduité qu'elle devint championne amateur européenne de cette discipline, ce qui lui procura un réseau social totalement séparé de l'environnement auquel sa sœur Eva appartenait. Eva Anna Paula était la 2e fille de la famille Braun. Elle naquit le 6 février 1912.
Fritz avait espéré un garçon, déjà destiné à recevoir le prénom de Rudolf, en hommage à l'archiduc Habsbourg. Eva fut baptisée avec 3 prénoms sans connotation religieuse spécifique, choix reflétant le désir de ses parents de rester en dehors de toute appartenance ecclésiastique sans en faire une déclaration publique. Elle fréquenta un lycée catholique et passa une année dans un internat des sœurs anglaises à Simbach Amin, où ses résultats scolaires furent médiocres dans presque toutes les matières, sauf en éducation physique. À 17 ans, elle entra comme vendeuse au comptoir dans le studio photographique dirigé par Heinrich Hoffmann, au 16 de la Schellingstrasse à Munich. Hoffmann était, depuis 1922, le photographe officiel du Parti national-socialiste et détenait le monopole des images de Hitler. Aucun autre photographe ne pouvait vendre de photographies du dirigeant sans passer par lui. Un arrangement qui, au cours des années 1930 et 1940, lui rapporta une fortune estimée à 4 millions de Reichsmark. Hoffmann enseigna à Eva à manier l'appareil et à développer les photos. Margaret Bertha Braun, connue sous le nom de Gretel, naquit le 31 août 1915. Après l'école, elle rejoignit également le studio de Hoffmann comme assistante. Contrairement à Ilse, qui construisit dès son plus jeune âge une carrière indépendante, Gretel organisa sa vie sociale et professionnelle autour du cercle que le studio de Hoffmann offrait. Un cercle qui, à partir de 1933, était indissociable de l'appareil du parti au pouvoir. Hoffmann fréquentait régulièrement le studio plusieurs fois par semaine et l'utilisait comme espace de connexion entre Hitler et son entourage privé. À l'automne 1929, Hitler avait 40 ans et Eva Braun 17. Au cours de ces visites régulières, ils commencèrent à se voir avec une fréquence croissante. Dans les mois suivants, Hitler invita Eva au cinéma, à l'opéra et à des excursions en automobile. Au début des années 1930, la relation était un fait établi au sein du cercle de Hoffmann et invisible pour l'ensemble de la société allemande. Hitler avait construit son image publique sur l'idée d'un homme entièrement dévoué à la cause nationale, sans vie privée ni intérêt personnel étranger au destin de l'Allemagne, et cette image était incompatible avec l'existence d'une compagne sentimentale connue. Eva Braun opéra durant les 15 années suivantes dans une position sans statut officiel. Présente dans l'entourage immédiat de Hitler, reconnue par ceux qui faisaient partie de cet entourage, inexistante pour tout le pays. Les visiteurs du Berghof qui ne faisaient pas partie du cercle le plus intime savaient rarement avec certitude qui elle était. Parfois, elle était présentée comme une amie de passage, parfois comme la sœur d'une autre personne présente. Fritz rejeta la relation dès le départ, non pas par opposition idéologique au parti, mais selon le calcul d'un fonctionnaire bourgeois qui voyait sa fille enchaînée à un homme incapable de la reconnaître publiquement, n'ayant pas l'intention de l'épouser, et qui la maintiendrait dans une dépendance totale, sans les garanties sociales qu'un tel lien exigeait selon les codes de la classe moyenne bavaroise. Cette opposition demeura tant qu'il n'y eut aucun contrepoids matériel. Ceux-ci arrivèrent progressivement au cours de la première moitié des années 1930. Hitler acquit une villa au 12 de la Wasserburger Straße à Munich, pour qu'Eva et Gretel vivent indépendamment des parents. Plus tard, il acheta une seconde résidence dans le quartier de Bogenhausen. Il fournit une voiture avec chauffeur. Il invita Fritz et Fanny au Berghof, la résidence de montagne à l'Obersalzberg, où les parents d'Eva devinrent des visiteurs réguliers à partir de la seconde moitié des années 1930. L'opposition de Fritz ne disparut pas formellement. Elle cessa simplement de se traduire en actions concrètes à mesure que les faits accomplis s'accumulaient. Ilse travaillait, durant ces mêmes années, dans le cabinet de Martin Levy-Marx, voyant chaque mois comment les restrictions légales imposées à son employeur s'aggravaient. La législation antisémite que Fritz vivait comme abstraction politique et qu'Ilse expérimentait concrètement, à travers un homme perdant progressivement son autorisation d'exercer, provenait du même régime qui finançait villas et automobiles. Les archives disponibles ne documentent aucun cas où un membre de la famille ait relié ces deux réalités dans un contexte privé ou public connu à cette époque. En 1936, Eva vivait en permanence au Berghof. Elle organisait les espaces domestiques, décidait des menus lorsque des invités étaient présents et supervisait le personnel de la résidence. La même année, Hitler lui offrit une caméra Siemens de 16 mm avec laquelle Eva commença à filmer le quotidien du lieu. Entre 1938 et 1940,
elle tourna 28 bobines originales en couleur et sans son. Le contenu de ces bobines couvre des excursions familiales au lac Königssee, des réunions de dignitaires du régime sur la terrasse du Berghof, des repas avec des invités, des célébrations d'anniversaire, des visites des enfants des collaborateurs de Hitler. Les hommes apparaissant sur ces images en train de prendre le thé, de converser ou de se saluer affectueusement étaient, ces mêmes années, responsables de la conception et de l'exécution du système d'extermination le plus organisé de l'histoire du XXe siècle. Les camps d'Auschwitz, Treblinka et Sobibor fonctionnaient à quelques heures de cette terrasse pendant les mêmes années où ces images furent tournées. Cette simultanéité n'apparaît pas sur les bobines. Elle réside dans ce que les images ne montrèrent pas et dans ce que tout spectateur ultérieur sait sur chaque visage qui y figure. Ces 28 bobines originales constituent le seul fond visuel domestique de l'entourage privé d'Hitler ayant survécu à la guerre, avec attribution vérifiée à son auteur. Leur existence et leur localisation actuelle sont la conséquence directe du fait que Gretel ne respecta pas l'instruction de la lettre du 29 avril. La décision de maintenir Eva Braun en dehors de toute reconnaissance publique pendant 15 ans ne fut ni une habitude ni une négligence. Elle avait un précédent direct qu'Hitler avait expérimenté personnellement et que les historiens de la période ont documenté comme l'épisode ayant fixé de manière permanente sa gestion de la vie privée. Le 19 septembre 1931, Angela Maria Robal, connue sous le nom de Geli, mourut dans l'appartement d'Hitler à la Prinzregentenplatz de Munich d'un coup de feu dans la poitrine avec le pistolet Walter d'Hitler. Geli était la fille de la sœur aînée d'Hitler et vivait dans son appartement depuis 1929. Leur relation avait été documentée par la presse d'opposition comme un élément d'attaque politique contre le dirigeant du parti. La mort provoqua une crise immédiate. Les enquêtes policières bavaroises examinèrent s'il s'agissait d'un homicide. La presse de gauche publia des hypothèses sur la responsabilité d'Hitler et le parti mit des semaines à contenir les dégâts. Hitler s'absenta de l'activité publique pendant plusieurs jours, à un moment où les élections au Reichstag avaient fait du parti la deuxième force parlementaire d'Allemagne, et tout scandale privé pouvait se traduire par un coup politique direct. L'épisode de Geli Robal démontra empiriquement ce que pouvait lui coûter une relation privée, exposée au moment le plus critique de son ascension au pouvoir. Eva Braun avait 19 ans à la mort de Geli et travaillait depuis 2 ans dans le studio de Hoffmann. Joseph Goebbels prit la tête du ministère de la propagande du Reich en mars 1933, 2 mois après que Hitler eut accédé à la chancellerie. L'un des premiers éléments de l'image publique que Goebbels construisit de manière systématique fut la figure du Führer comme homme sans vie privée, sans famille propre et sans intérêts personnels étrangers au destin de l'Allemagne. Cette image n'était pas une conséquence naturelle du caractère de Hitler. C'était une décision de communication politique assortie d'instructions opérationnelles concrètes. Goebbels documenta dans son journal, de manière régulière tout au long des années 1930, les tensions que cette construction nécessitait de gérer. Visites à des événements publics sans accompagnatrice féminine, instructions aux photographes sur les images autorisées à circuler ou non, et gestion active des archives de Hoffmann afin de garantir qu'aucune image d'Eva n'atteigne la presse. Hoffmann, dont le monopole sur les images de Hitler dépendait directement de la faveur du parti, appliqua ces instructions avec précision. Les photographies où Eva apparaissait aux côtés de Hitler furent systématiquement éliminées de l'archive commerciale et conservées dans l'archive privée que Hoffmann tenait séparée du matériel destiné à la distribution. À au moins 3 reprises documentées dans les années 1930 et 1940, Eva fut découpée d'images de groupe avant que celle-ci ne soit diffusée à la presse. Le résultat de ce processus fut qu'en 1945, lorsque la presse alliée commença à publier les premiers articles sur la vie privée de Hitler, l'existence d'Eva Braun était véritablement inconnue d'une proportion significative de la population allemande et internationale qui avait suivi le régime pendant 12 ans. Les conséquences de cette invisibilité pour Eva n'étaient pas seulement sociales. Sans aucune reconnaissance publique, ni aucun document légal établissant sa relation avec Hitler, Eva ne disposait d'aucun droit sur quoi que ce soit de ce que ce lien lui avait procuré. Les villas de la Wasserburger Straße et de Bogenhausen étaient enregistrées au nom de personnes physiques, mais non aux siens. La voiture avec chauffeur ne lui appartenait pas.
Les fonds que Hitler lui transféra périodiquement dépendaient exclusivement de sa volonté et n'avaient aucun fondement contractuel ou légal. Si Hitler était mort à n'importe quel moment entre 1930 et 1944, Eva n'aurait eu aucun recours légal. Pas d'héritage, pas de pension, aucun droit reconnu sur un lien que les tribunaux de la République de Weimar ou du régime lui-même auraient pu traiter comme base juridique. Fritz Braun, fonctionnaire public avec formation administrative, qui comprenait parfaitement les mécanismes du droit civil allemand, connaissait cette situation. Son opposition initiale à la relation n'était pas seulement morale ou sociale. C'était le calcul d'un père qui savait que sa fille se trouvait depuis des années dans une totale dépendance, sans aucune protection juridique et sans aucun moyen d'exiger quoi que ce soit. Entre 1930 et 1945, Hitler entretint des relations documentées avec d'autres femmes qui se chevauchèrent à différents moments avec sa relation avec Eva. Maria Reiter, connue sous le nom de Mimi, avait rencontré Hitler à Berchtesgaden en 1926 alors qu'elle avait 16 ans. La relation s'interrompit et reprit à plusieurs moments au cours des années suivantes. Reiter déclara dans une interview publiée par le magazine Bund en 1959 que Hitler lui avait proposé le mariage à au moins une occasion et qu'elle avait refusé car elle était déjà engagée dans une autre relation à ce moment-là. Ces déclarations furent recueillies et analysées par l'historien Werner Maser, qui les confronta à d'autres témoignages de l'époque et conclut que la relation entre Hitler et Reiter avait été réelle et s'était prolongée au moins jusqu'au milieu des années 1930, c'est-à-dire pendant les premières années de la relation de Hitler avec Eva. Unity Valkyrie Mitford était la quatrième des 6 filles du deuxième baron Redesdale, aristocrate britannique aux sympathies pour le mouvement fasciste européen. Unity arriva à Munich avec l'objectif déclaré de rencontrer Hitler. Elle y parvint en février 1935 au restaurant Osteria Bavaria de Munich, où Hitler déjeunait régulièrement. À partir de cette rencontre, Hitler l'intégra dans son cercle de visite au Berghof et la vit avec une fréquence croissante. Les témoignages de personnes présentes à ces rencontres décrivent une attention intense de la part de Hitler, que plusieurs interprétèrent comme allant au-delà de l'amitié politique. Unity se trouvait au Berghof à des périodes où Eva y était également. Les archives de ces années documentent qu'Eva connaissait l'existence d'Unity et que la relation entre les deux au sein du Berghof était marquée par une tension active. Albert Speer se souvient dans ses mémoires qu'Eva évoquait Unity avec une hostilité explicite et que, à au moins une occasion, elle quitta le Berghof pendant une visite d'Unity pour éviter de la croiser. Le 1er septembre 1939, le même jour où l'Allemagne envahit la Pologne et que la guerre commença, Unity Mitford se tira une balle dans la tête dans l'Englische Garten de Munich avec un pistolet que, selon sa biographe, Hitler lui avait offert. Elle survécut mais avec des lésions cérébrales irréversibles. Hitler organisa personnellement son transfert vers un hôpital de Munich, puis sa rapatriation en Grande-Bretagne via la Suisse. Unity mourut en 1948 d'une méningite liée à la balle qui était restée logée dans son cerveau pendant 9 ans. Eva Braun apprit cette tentative de suicide le jour même où elle se produisit. Cependant, au début des années 1940, une figure apparut qui allait bouleverser cet équilibre. Un officier des SS dont la carrière s'était construite sur le front de l'Est et qui allait bientôt devenir membre de la famille. Qui était Fegelein ? Comment est-il devenu membre de la famille Braun et du cercle de Hitler? Le mari de Gretel Braun, Hans Otto Georg Hermann Fegelein, est né le 30 octobre 1906 à Ansbach, en Bavière. Son père était un officier retraité de l'armée qui dirigeait une école équestre à Munich. C'est dans cet environnement que Fegelein acquit les compétences équestres qui lui ouvrirent ses premières portes au sein des SS. En 1931, il fut introduit dans les SS par Christian Weber, l'un des premiers collaborateurs de Hitler à l'époque du Putsch, ancien portier de bar fréquentant les cercles de sport équestre bavarois et portant un fouet comme signe de distinction sociale. La connexion avec Weber donna à Fegelein un accès à l'appareil du parti que sa formation seule n'aurait pas permis. En 1937, Heinrich Himmler le nomma directeur de l'école équestre des SS à Riem, institution dont l'accès avait été historiquement réservé à l'aristocratie et aux grandes familles industrielles. Cette nomination n'était pas seulement une reconnaissance de ses compétences techniques,
Elle signalait que Himmler identifiait en Fegelein la combinaison de visibilité sociale et de flexibilité opérationnelle dont les SS avaient besoin dans leurs cadres intermédiaires durant la période d'expansion accélérée qui précéda la guerre. Avec le début de la guerre, Fegelein commanda des unités de cavalerie sur le front de l'Est. À partir de l'été 1941, sa brigade opéra dans les territoires soviétiques occupés dans le cadre des opérations de sécurité arrière allemandes. Les documents définissant l'ampleur de ces opérations proviennent des archives même des SS, spécifiquement du dossier catalogué NO 1710 dans les registres du tribunal militaire de Nuremberg. Ce dossier contient les rapports opérationnels que Fegelein envoya à Himmler durant la campagne connue en interne sous le nom de Pripyat Action, exécutée dans les marais de la rivière Pripyat en Biélorussie en août 1941. Dans ces rapports, Fegelein détaille le nombre de civils éliminés par catégorie, hommes en âge militaire, femmes, enfants. Les enfants apparaissent dans une colonne séparée avec leurs chiffres spécifiques. Le total que les historiens ont calculé à partir de ces catégories dépasse 13 000 sur la période documentée. Le dossier inclut une note personnelle de Himmler à Fegelein, datée de septembre 1941, lui exprimant sa satisfaction quant aux résultats de l'opération. Ce document, avec la signature de Fegelein sur les rapports et la réponse manuscrite de Himmler, constitue la preuve primaire qui fixe ce chiffre comme un fait documenté à partir de sources de première main, et non comme une estimation historiographique. Himmler récompensa Fegelein par des promotions successives et des décorations qui, au début de 1943, le plaçaient parmi les officiers les plus visibles des Waffen-SS. Après avoir été blessé sur le front de l'Est, il fut réaffecté en 1943 comme représentant personnel de Himmler auprès du quartier général de Hitler, position exigeant une présence permanente dans l'entourage immédiat du Führer et offrant un accès à des informations et à des personnes auxquelles très peu d'officiers de son rang pouvaient prétendre. Albert Speer, qui le fréquenta régulièrement à partir de ce moment, le qualifia dans ses mémoires comme l'une des personnes les plus répugnantes de tout le cercle de Hitler. Ian Kershaw et William Shirer décrivirent son caractère en termes similaires, sur la base de témoignages indépendants. Ces évaluations historiographiques de premier plan fixent le consensus académique sur sa personnalité. Pour Fegelein, la possibilité d'épouser la sœur de la compagne de Hitler avait des conséquences pratiques que le dossier NO 1710 permet d'évaluer avec précision. Un homme portant ce document dans ses antécédents nécessitait une protection personnelle qu'aucun mérite militaire ne pouvait garantir à lui seul dans un régime où la proximité personnelle avec le Führer constituait la seule monnaie véritablement protectrice. Devenir le beau-frère de facto de Hitler équivalait à un bouclier personnel que son expérience opérationnelle sur le front de l'Est ne pouvait lui procurer autrement. Pour Gretel, Fegelein était un officier décoré et socialement habile, appartenant au cercle de pouvoir le plus proche. Les archives disponibles concernant Gretel avant le mariage ne documentent aucune déclaration sur les activités de Fegelein sur le front de l'Est, ni aucune référence au dossier ou aux opérations qu'il décrivait. Ce que les archives documentent, en revanche, c'est que Fegelein avait été promu à plusieurs reprises en reconnaissance de ses opérations, et que ces promotions étaient des faits publiquement connus dans l'environnement des SS dans lequel Gretel évoluait depuis son travail au studio Hoffmann. Fegelein entretenait des relations parallèles qu'il ne rompit pas avec le mariage, et ce modèle de comportement eut des conséquences directes sur sa destinée en avril 1945. Le mariage eut lieu en juin 1944 à l'Obersalzberg. Hitler, Himmler et Martin Bormann agirent comme témoins. La célébration s'étendit sur 2 jours entre le Berghof et la résidence de Bormann. 4 jours avant le début des festivités, les forces alliées avaient débarqué en Normandie et le front occidental amorçait le processus d'effondrement qui, 12 mois plus tard, conduirait à la reddition totale. Ce que le mariage changea concrètement pour la position d'Eva fut la couverture sociale que sa relation avec Hitler n'avait pas eue jusqu'alors. 2 sœurs se rendant visite mutuellement, dont l'une mariée à l'officier de liaison du Reichsführer SS, fournissait une explication socialement acceptable à la présence d'Eva lors d'événements de l'entourage du Führer, où sa présence aurait auparavant été inexplicable. Les rouleaux de 16 mm filmés entre juin 1944 et début 1945 illustrent ce changement.
On y voit Eva davantage présente dans des situations collectives et entourée de personnes immédiatement reconnaissables de l'entourage, plus que dans les rouleaux précédents. Gretel était enceinte et, au début de 1945, elle était en état avancé de gestation et demeurait en Bavière tandis que Fegelein restait dans le bunker. Durant cette période, la situation militaire s'était détériorée au point que le haut commandement allemand ne contrôlait plus aucune variable stratégique pertinente et que l'armée soviétique avançait vers Berlin sur 3 axes simultanés. Fegelein utilisa ces semaines pour préparer une issue parallèle, passeport avec fausses identités pour lui et au moins une autre personne, liquidités en plusieurs devises convertibles, y compris des francs suisses et des pièces d'or, ainsi que des contacts en dehors de l'environnement du bunker, pouvant faciliter un déplacement vers des zones non contrôlées par les soviétiques. Cette préparation parallèle suivait la même logique opérationnelle qu'il avait appliquée sur le front de l'Est. Évaluer les possibilités de survie disponibles et agir en conséquence avant que les circonstances ne l'empêchent. Le 25 avril 1945, l'aviation alliée attaqua l'Obersalzberg. Des centaines de bombardiers Lancaster du Bomber Command britannique exécutèrent une opération systématique sur le complexe résidentiel de Hitler dans la montagne qui dura plusieurs heures. Le Berghof, les résidences de Bormann, Göring et Speer, les bunkers souterrains construits au cours des années 40, les installations de service et les voies d'accès furent atteints de manière méthodique. Le Berghof fut gravement endommagé. Les incendies détruisirent une grande partie des intérieurs et la structure principale de la résidence fut rendue inutilisable de façon irréversible. Gretel Braun se trouvait à l'Obersalzberg lorsque les bombardiers arrivèrent. Enceinte de 9 mois, elle se réfugia dans les tunnels souterrains avec le reste du personnel et les visiteurs présents sur le complexe à ce moment-là. Les installations, qui avaient été le centre du monde de la famille pendant près de 10 ans, brûlèrent au-dessus d'elle, alors qu'elle attendait d'accoucher. En juin 1944, le mariage entre Gretel Braun et Hermann Fegelein intégra définitivement la famille au cercle le plus proche du pouvoir nazi. Moins d'1 an plus tard, le même homme serait arrêté, jugé et exécuté dans le jardin de la chancellerie du Reich. Cela se produisit à Berlin, en avril 1945, tandis que le Troisième Reich s'effondrait et que le cercle de Hitler s'enfermait dans le bunker. Comment le beau-frère d'Eva Braun a-t-il été exécuté dans le jardin de la chancellerie? Le 27 avril 1945, une agence de presse étrangère transmit l'information selon laquelle Heinrich Himmler avait contacté en secret le comte suédois Folke Bernadotte afin de tenter de négocier une reddition partielle du Reich aux puissances occidentales sans l'autorisation de Hitler. La nouvelle parvint au bunker par le biais d'une station de radio. Pour Hitler, qui opérait depuis plusieurs semaines avec la conviction que la loyauté personnelle était la seule ressource qui lui restait, la trahison de Himmler, son homme de confiance depuis 20 ans au sein de la structure du parti, nécessitait un objet concret sur lequel décharger une réponse immédiate. Fegelein était absent du bunker depuis au moins 2 jours sans avoir informé aucun officier de service de son emplacement. Lorsque le service de sécurité le localisa dans son appartement privé du quartier de Charlottenburg, les agents rédigèrent un rapport dont le contenu est connu grâce aux déclarations ultérieures de plusieurs d'entre eux. Fegelein était ivre. Il était vêtu en civil. Il était accompagné d'une femme dont l'identité n'est pas clairement établie par les registres, mais qui n'était pas son épouse. Sur le lit et dans les valises ouvertes se trouvaient 105 700 Reichsmark en espèces, 3 000 francs suisses, une collection de pièces en or et des passeports avec de fausses identités préparées pour lui et pour la femme présente. Parmi les biens saisis se trouvaient également des bijoux que les enquêteurs ultérieurs identifièrent en partie comme provenant des collections personnelles d'Eva Braun. Fegelein fut transféré au bunker sous escorte. Le général Wilhelm Mohnke présida le conseil de guerre qui se réunit cette même nuit. Dans sa déclaration ultérieure, qui est l'un des documents les plus cités sur les derniers jours du bunker, Mohnke décrivit l'état dans lequel Fegelein comparaissait devant le tribunal. Il ne pouvait pas se tenir debout, pleurait, vomissait de manière intermittente, prononçait des phrases incohérentes et à un moment de la séance, urina par terre devant les juges. Le règlement de l'armée allemande stipulait que l'accusé devait être en plein usage de ses facultés mentales et physiques pour être jugé.
Mohnke conclut que Fegelein ne remplissait pas cette condition, clôtura la procédure et remit le prisonnier au général Johann Rathenhuber afin qu'il le maintienne sous garde. À partir de ce point, les témoignages des survivants du bunker divergent de manière significative. Otto Günsch, aide personnel de Hitler, déclara qu'Eva n'intervint pas en faveur de Fegelein. La secrétaire Traudl Jung se souvint l'avoir vu supplier Hitler pour son beau-frère. Rochus Mich, dernier survivant du bunker vivant lorsqu'il fut interrogé en 2007, soutint que Hitler n'avait jamais signé d'ordre formel d'exécution, que celui qui donna l'instruction verbale était une autre personne, et qu'il connaissait son identité, mais ne voulait pas la révéler. Fegelein fut exécuté le 28 avril 1945 dans le jardin de la Chancellerie. Le registre soviétique de cette inspection existe dans les archives russes, mais l'identification définitive des restes demeura contestée dans l'historiographie ultérieure. Le testament privé que Jung avait pris en dictée la veille au soir établissait avec précision les termes matériels de la fin du monde que cette famille avait habité pendant 15 ans. Hitler répartissait ses biens personnels entre ses collaborateurs les plus proches. Il mentionnait favorablement Eva et sa mère Franziska Braun, seule référence directe à la famille Braun dans le document. Il instruisait que ses cendres soient enterrées aux côtés de celles d'Eva, dans le lieu qui avait été leur résidence commune. Il déshéritait tous ceux qui avaient quitté Berlin ou s'étaient rendus aux Alliés, dont Heinrich Hoffmann. Le testament politique, rédigé en parallèle, destituait Göring et Himmler de toutes leurs fonctions et désignait Dönitz comme son successeur. Les messagers chargés de faire sortir les testaments du bunker à travers les lignes soviétiques partirent dans les premières heures du 29 avril. Plusieurs ne parvinrent nulle part. Les copies qui survécurent atteignirent les archives alliées par des routes différentes et se trouvent aujourd'hui aux archives fédérales allemandes de Koblenz et aux archives nationales de Washington. Lorsque le Troisième Reich disparaissait, une autre question commençait à se poser. Qui avait réellement été responsable de le rendre possible ? Pour y répondre, les Alliés obligèrent des millions d'Allemands à faire face à 131 questions qui décideraient de leur avenir. Dans le bloc suivant, nous vous le racontons. Comment la dénazification alliée a-t-elle traité la famille d'Eva Braun ? L'Allemagne capitula le 8 mai 1945. Dans les semaines qui suivirent, les forces alliées mirent en place le processus de dénazification au moyen du Fragebogen, un questionnaire de 131 questions que tous les adultes allemands devaient remplir en déclarant leurs relations avec le parti nazi, leurs emplois sous le régime et leurs éventuelles implications dans des crimes de guerre. Les Allemands le surnommèrent Bandwurm, le ver de terre, en raison de son étendue et de l'aversion qu'il suscitait. Le système classait chaque personne en 5 catégories, allant du grand coupable à l'exonéré, et le résultat de cette classification déterminait les restrictions d'emploi, la confiscation des biens et les éventuelles sanctions pénales. La famille Braun occupait une position que le système allié n'avait pas prévue avec précision. Aucun de ses membres n'avait occupé de fonction politique au sein du parti, aucun n'avait signé de décret, aucun ne figurait dans un organigramme officiel du régime. Mais ils avaient bénéficié pendant 15 ans des avantages directs de la proximité avec le pouvoir le plus absolu du Troisième Reich, villas, automobiles, voyages en avion privé, accès à des ressources matérielles que la classe moyenne bavaroise ne pouvait s'offrir. Le système allié était conçu pour traiter la culpabilité en termes de postes, de fonctions et de bénéfices économiques directement documentés. Aucune de ces catégories ne s'appliquait de manière suffisamment visible à aucun membre de la famille Braun pour générer une base d'accusation recevable. Le cas de Heinrich Hoffmann fournit le contraste le plus précis disponible pour calibrer cette limite. Hoffmann fut jugé en 1947 et condamné à 4 ans de travaux forcés et à la confiscation totale de sa fortune, estimée à 4 millions de Reichsmark. Cette fortune provenait exclusivement du monopole sur les images de Hitler que le parti lui avait garanti depuis 1922. Aucun autre photographe ne pouvait vendre des photographies du dirigeant nazi sans passer par Hoffmann, et chaque portrait, chaque affiche, chaque image de presse montrant le visage de Hitler générait un paiement à Hoffmann. Eva et Gretel avaient travaillé pour lui au 16, rue Schellingstrasse, avaient vécu dans les villas qu'Hitler avait achetées avec cet argent et avaient évolué pendant 15 ans dans le même cercle de privilèges financés par ce monopole.
Le système allié poursuivit Hoffman parce qu'il occupait un poste identifiable en tant que photographe officiel, bénéficiait d'un avantage économique documenté dans des registres comptables vérifiables et disposait d'un mécanisme d'enrichissement direct du régime pouvant être démontré par des preuves documentaires concrètes. Il ne poursuivit pas les sœurs Braun parce qu'elles n'avaient aucun poste officiel, n'avaient signé aucun contrat avec le parti et leur avantage n'était pas quantifiable juridiquement de manière suffisante selon les critères établis par le système de preuve du processus de dénazification. La différence entre la condamnation de Hoffman et l'exonération des sœurs reposait non pas sur une distinction morale, mais sur les limites du système de preuve que le processus de dénazification avait fixé pour fonctionner à l'échelle de millions de personnes dans un délai restreint. Gretel, qui pendant les interrogatoires élevait Eva Barbara, alors nouveau-née, fut brièvement détenue et soumise à un interrogatoire par les forces américaines. Les questions se concentrèrent sur ce qu'elle savait des activités de Fegelein sur le front de l'Est, sur les biens passés entre ses mains et sur ce qu'il lui avait raconté de ses missions. Les interrogateurs avaient accès au dossier NO 1710, saisi dans les archives des SS avec des centaines de milliers de documents similaires, et demandèrent à Gretel si elle connaissait les opérations décrites dans ce dossier. Gretel répondit qu'elle n'avait aucune connaissance des opérations militaires de son mari. Les interrogateurs n'avaient aucune base légale pour contredire cette déclaration. Aucun document n'établissait que Fegelein lui avait transmis des informations concrètes sur ses missions dans l'arrière soviétique. Elle fut classée Mitläufer, la catégorie la plus faible du système allié, impliquant des restrictions temporaires d'emploi, mais aucune sanction pénale. L'interrogatoire d'Ils produisit un résultat encore plus rapide. Son historique professionnel avec Martin Levy-Marx jusqu'en 1938 était connu des interrogateurs américains et servit de preuve d'une relation de travail avec une personne persécutée par le régime. Ses emplois ultérieurs dans des journaux et au ministère de Speer n'impliquaient aucune fonction au sein du parti, ni aucun avantage économique documenté provenant du régime. Les autorités alliées conclurent qu'il n'y avait aucune base pour une accusation. Elle fut réintégrée dans la vie civile sans restriction importante. Les archives de son interrogatoire ne contiennent aucune référence quant à savoir si elle avait été interrogée sur ce qu'elle avait observé durant les 5 années où elle travailla pour Marx, alors que les lois antisémites détruisaient la carrière de son employeur. Fritz Braun comparaît devant une commission de dénazification en décembre 1947. La déclaration qu'il fit lors de cette comparution et que les historiens ont depuis cité comme document illustrant la rationalisation que les Allemands de sa génération appliquaient à eux-mêmes fut la suivante. Sa fille n'aurait jamais eu de relation avec Hitler si celui-ci avait été une mauvaise personne. C'était la déclaration d'un fonctionnaire qui avait reçu pendant 15 ans des villas, des invitations et des privilèges du régime, alors même qu'il était en cours de jugement à Nuremberg pour les crimes les mieux documentés de l'histoire du XXe siècle, et qui, en décembre 1947, les exprimait dans le langage de la confiance paternelle. La commission ne trouva aucune raison de le sanctionner. C'était un instituteur sans fonction au parti dont l'implication directe dans le régime ne pouvait être documentée selon les critères exigés par le Fragebogen. Dans les semaines qui suivirent la reddition, les forces américaines traquèrent le sort des effets personnels d'Eva. Quelques jours avant de se rendre à Berlin, au début du mois d'avril 1945, Eva avait envoyé à son père plusieurs valises contenant ses biens les plus précieux. Fritz les avait conservés à Munich. Les soldats américains confisquèrent le contenu, collection de photographies, albums de découpe, correspondances privées, le journal de 1935 portant la référence N1128 et les 28 rouleaux de films de 16 mm. L'armée américaine sélectionna le matériel et le réduisit à 9 rouleaux composés par le processus de montage appliqué au matériel par le département technique. Le 11 novembre 1946, le quartier général des forces américaines en Europe rédigea le document officiel décrivant le contenu de l'envoi numéro 76 comme bien personnel d'Adolf Hitler et d'Eva Braun. L'ensemble du matériel parvint aux archives nationales de Washington, où il fut catalogué sous la classification Films privée des deux. L'instruction qu'Eva avait donnée à Gretel le 29 avril de détruire tous ses documents personnels n'ayant pas été exécutés, cela produisit le dossier documentaire le plus complet existant sur l'environnement privé d'Adolf Hitler pendant les années de guerre.
Mais l'histoire de cette famille ne s'acheva pas avec les interrogatoires alliés. Elle se poursuivit pendant des décennies, dans le silence, dans des villages bavarois, des archives oubliées et dans les images privées qu'Eva Braun avait filmées durant la guerre. La vie de la famille Braun après le Troisième Reich. Fritz Braun est décédé le 22 janvier 1964 à Ruppolding, Haute-Bavière, à l'âge de 84 ans. Il est enterré au cimetière local du village, le Bergfriedhof, aux côtés de son épouse Franziska. Devant sa tombe repose le lieutenant-général d'infanterie Friedrich Fürst, un officier de la Wehrmacht. Franziska Braun continua de vivre dans une ancienne ferme à Ruppolding qui lui servait à la fois de domicile et de retraite du monde extérieur. En 1940, elle avait voyagé dans l'avion privé d'Hitler en Italie pour des vacances avec ses filles. Elle mourut le 13 janvier 1976 à l'âge de 90 ans. Elle ne laissa aucun mémoire publié et ne donna aucune interview d'importance connue. Elle fut la dernière témoin directe de la génération parentale. Il se construisit sa période d'après-guerre sur le principe du profil minimal. Son mariage avec le docteur Fock Michels se dissout après la guerre. Elle retourna dans la région de Munich, ne se remaria jamais et n'eut pas d'enfant. Au cours des années 1950, 1960 et 1970, elle vécut en Bavière avec un profil si bas qu'il est presque invisible dans les archives de la période, ce qui, pour une personne qui avait été championne amateur européenne de danse de salon et travaillé comme éditrice dans 2 journaux, impliquait une décision active de se tenir à l'écart de tout espace où son nom de famille pourrait avoir une importance. À la mort de Fritz en 1964, elle s'installa à Ruppolding pour s'occuper de sa mère durant les dernières années de Franziska. Ilse Braun mourut d'un cancer le 28 juin 1979 à l'âge de 70 ans à Ruppolding. Elle est enterrée au Bergfriedhof, aux côtés de ses parents. Gretel géra sa période d'après-guerre avec la résilience que les archives disponibles associent à son caractère depuis les années du Berghof. Elle passa les premières années en Bavière à élever Eva Barbara, à surmonter les interrogatoires alliés et à naviguer dans le processus de dénazification. En 1954, 9 ans après l'exécution de Fegelein, elle se maria à Munich avec Kurt Berlinghoff, distributeur textile, homme apolitique et totalement étranger au monde dans lequel Fegelein avait vécu et était mort. Le mariage dura jusqu'au décès de Gretel. Gretel Braun mourut le 10 octobre 1987 à Steingaden, en Bavière, à l'âge de 72 ans. Elle était la plus âgée des 3 sœurs. Berlinghoff lui survécut 12 ans et mourut le 4 janvier 1999 à Steingaden à l'âge de 91 ans. La villa qu'Hitler avait acquise pour Eva et Gretel au 12 de la Wasserburger Straße à Munich passa par un processus documenté dans les registres immobiliers de la municipalité de Munich, mais dont aucun de ses propriétaires ne rendit publique l'information durant leur période de possession. Après la confiscation par les Alliés des effets personnels d'Eva au printemps 1945, la propriété ne fut pas formellement saisie par les autorités occupantes. La législation alliée sur la confiscation des biens nazis s'appliquait aux propriétés du parti et de l'État, et non aux propriétés privées acquises avec des fonds personnels du dirigeant qui n'étaient enregistrés au nom d'aucune organisation du régime. La villa était enregistrée au nom de personnes physiques et ne fit l'objet d'aucune procédure formelle de confiscation documentée. Elle changea de main à plusieurs reprises au cours des décennies suivantes. Dans au moins 2 de ces transactions, les acheteurs déclarèrent par la suite ne pas avoir eu connaissance exacte de l'histoire de la construction au moment de l'achat. En 2015, la villa fut démolie. La petite controverse publique suscitée par cette démolition, couverte par plusieurs médias allemands, opposa 2 positions. La préserver comme témoin historique de la topographie du régime à Munich, ou la supprimer pour éliminer toute référence physique pouvant devenir un lieu d'attention indésirable. L'argument en faveur de la démolition prévaut. Sur le terrain se trouve aujourd'hui un immeuble résidentiel moderne. La rue porte depuis l'après-guerre le nom de Delpstrasse, en hommage à un citoyen juif munichois victime du régime nazi. Eva Barbara Fegelein grandit en Bavière sous le nom de sa tante décédée le même mois que sa naissance. Les archives disponibles sur sa vie entre 1945 et 1971 sont rares et ne documentent aucune déclaration publique de sa part sur ses origines familiales, ni sur le poids de son nom complet dans le contexte de l'Allemagne d'après-guerre.
En avril 1971, à 25 ans, elle mit fin à ses jours en ingérant le pesticide organophosphoré E606, connu commercialement sous le nom de Parathion, après que son petit ami, un jeune homme sans lien documenté avec l'environnement familial dont Eva Barbara était issue, fut mort dans un accident de la route. Elle est enterrée au Bergfriedhof de Ruppolding, dans la même section du cimetière où reposent ses grands-parents Fritz et Franziska, ainsi que sa tante Ilse. Elle fut la dernière de cette lignée directe. Au printemps 1972, l'historien du cinéma Lutz Becker explora un ancien hangar d'aviation dans le Maryland que les Archives nationales des États-Unis utilisaient comme dépôt auxiliaire pour le matériel de la Seconde Guerre mondiale, qui n'avait pas été catalogué de manière définitive. Parmi des caisses en mauvais état, il trouva des boîtes de films détériorées. En les ouvrant, il découvrit des images en couleur d'Adolf Hitler de manière informelle sur la terrasse du Berghof, jouant avec des chiens, conversant avec d'autres hommes, prenant le soleil en compagnie de personnes immédiatement reconnaissables par les historiens de la période. À ses côtés, une jeune femme aux cheveux bruns filmait, nageait, skiait et riait. C'était la première fois que ces images recevaient une attribution correcte à leur auteur dans un contexte public avec documentation à l'appui. Le documentaire Swastika, que Becker acheva en 1973, porta les images d'Eva Braun à un public international pour la première fois, avec ses véritables noms et le contexte historique correct. Jusqu'à ce moment-là, les 9 rouleaux composés que l'armée américaine avait élaborés en 1946 circulaient en copie de travail au sein des archives américaines, sans que l'identité de la personne ayant filmé ait été systématiquement établie publiquement. Les films sont aujourd'hui accessibles dans le catalogue numérique des Archives nationales des États-Unis sous le numéro de référence 43 461. Le processus de restauration numérique commença en 2012 et fut achevé dans les années suivantes. Le Bundesarchiv allemand possède des copies depuis les années 1970, acquises après que le gouvernement de la République fédérale, via l'entreprise Transit Film, ait présenté une première demande formelle de rapatriement auprès du département de la justice américain. La demande fut refusée. La réponse officielle établit que le gouvernement américain ne reconnaissait aucun droit légal de Transit Film sur le matériel, qui avait été saisi comme butin de guerre légitime, et qu'aucun mécanisme de succession applicable aux biens confisqués à un régime criminel n'existait. Le Bundesarchiv reçut ces copies par un procédé de prêt technique distinct qui n'impliquait aucun transfert de propriété sur les originaux. En 1987, le gouvernement de la République fédérale présenta une deuxième demande formelle de rapatriement des films auprès du département de la justice américain. Le refus répéta les mêmes arguments que lors de la première demande: butin de guerre légitime, absence de mécanisme de succession, non-reconnaissance de tout droit légal sur le matériel. 1987 fut également l'année où Gretel Braun mourut à Steingaden en octobre. L'historienne allemande Heike Gertemacher publia en 2010 une recherche basée sur des sources primaires qui soutenait qu'Eva Braun n'était pas une simple décoration innocente de l'entourage de Hitler, mais une participante active à la vie sociale d'un régime criminel qui bénéficiait consciemment des privilèges que ce régime offrait et qui choisit de rester dans son orbite en pleine connaissance de ce qu'il représentait, bien qu'elle n'ait pas participé directement à ces crimes. Cette distinction entre culpabilité pénale et responsabilité morale fut le point central interprétatif de l'étude. Le livre parut 25 ans après la mort d'Eva Barbara, 28 ans après celle d'Ilse, 34 ans après celle de Franziska et 46 ans après celle de Fritz. Aucun membre de la famille n'était alors en mesure de répondre à ces conclusions. Les films demeurent à Washington sous le numéro de référence 43 461. La famille qui y apparaît n'a laissé aucun autre document comparable sur ce qu'elle savait ou sur ce qu'elle choisit de ne pas savoir. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant. Il reste encore de nombreuses histoires à raconter.